Ils prétendent également que la croissance génère une empreinte écologique insoutenable pour la planète. Oui, alors la notion, l'indice d'empreinte écologique est un indice très complexe. En résumé, l'empreinte écologique, c'est le nombre d'hectares nécessaires à un individu d'une population donnée, dans un territoire donné, pour produire son mode de vie et pour assimiler les déchets produits par ce mode de vie. De ce fait, on va calculer combien un Américain utilise d'hectares, combien un Russe utilise d'hectares, combien un Indien utilise d'hectares, ce qu'on appelle les hectares globaux. Et on obtient par ce calcul des différences effectivement assez importantes, puisque l'Américain a une empreinte écologique 10 fois supérieure à l'Indien moyen. C'est-à-dire que pour son mode de vie, il utilise 10 fois plus d'hectares, de terres à la fois cultivables et de terres recelant, bien entendu, des ressources fossiles et minérales. Ce qui amène à l'image couramment diffusée que si tout le monde vivait comme nous, c'est-à-dire les pays riches, il faudrait 6 ou 7 planètes. Donc, de ce point de vue, effectivement, il y a une limite qui est clairement indiquée par ce mode de calcul à notre croissance économique. Tout le problème, et donc de ce point de vue-là, je suis tout à fait en accord avec le constat du dépassement de la capacité écologique par le mode moderne de la civilisation industrielle. Tout le problème est de savoir si l'homme, au niveau d'une gouvernance mondiale, est capable ou désire changer son mode de vie. Le véritable problème concret posé par l'empreinte écologique, c'est qu'on crée une dette vis-à-vis des générations futures. Tout ce que nous consommons aujourd'hui en termes de ressources non renouvelables, c'est bien entendu autant de quantités de ressources non renouvelables qui ne seront pas disponibles pour les générations futures. À mon sens, le vrai problème se situe ici. Le véritable problème qui mériterait et qui pourrait déclencher au niveau de toutes les populations du monde une prise de conscience pour que volontairement on arrête d'aller vers la croissance, c'est l'idée que en faisant cela, nous conserverions suffisamment de ressources non renouvelables, c'est de ressources finies, pour les générations qui viennent. C'est une problématique qui n'est pas évidente, qui, me semble-t-il, dépasse beaucoup de mouvances actuellement intéressées par cette question, et il n'est pas sûr du tout que pris de cette façon, posé de cette façon, le problème fasse l'unanimité. La démographie entre-t-elle en ligne de compte dans le calcul de l'empreinte écologique? Et quelle est la position des objecteurs de croissance sur ce point? Bien entendu, la démographie entre en ligne de compte dans le calcul de l'empreinte écologique, dans la mesure où s'il y a moins d'individus sur le territoire considéré, on va avoir une simple règle arithmétique, on va avoir une empreinte écologique plus basse. Donc une diminution de la démographie fait diminuer l'empreinte écologique. Or, très bizarrement, mais on va voir plus loin qu'en fait il y a une explication à cette bizarrerie, les objecteurs de croissance ne se prononcent pas contre la démographie.
il se prononce même quasiment pour, non pas une augmentation de la démographie, mais tout au moins un maintien de la situation, du quota de natalité actuel dans les pays développés, aussi bien que dans les pays en voie de développement. Il se base sur un certain nombre d'éléments, dont notamment une déclaration de Jean Ziegler, qui, à mon sens, a été extrait de son contexte. Jean Ziegler, donc intervenant dans le cadre des mouvements contre la faim dans le monde, avait déclaré « Il y a assez de nourriture aujourd'hui pour nourrir tout le monde sur cette terre. Il suffit en fait d'aller chercher là où il y en a pour l'amener là où il n'y en a pas. » Ce raisonnement procède d'un calcul très théorique. On prend la quantité de nourriture globalement produite dans le monde, on multiplie par le nombre de calories, on prend le nombre de calories nécessaires à chaque individu pour ne pas mourir de faim, c'est environ 2200 calories par jour, on divise par le nombre d'habitants de la planète et on obtient un résultat qui montre que c'est possible. Bon, bien évidemment que c'est un calcul extrêmement théorique et je ne suis pas sûr d'ailleurs que quand Ziegler a prononcé cette phrase, il sous-entendait qu'on pouvait continuer à enfanter allègrement. Le deuxième élément concerne la vision que les objecteurs de croissance ont de la future agriculture. La future agriculture, c'est-à-dire celle qui va prendre la suite de l'agriculture industrielle lorsque auront décliné les ressources pétrolières, puisqu'on sait qu'aujourd'hui l'agriculture est dépendante à 100% du pétrole, sera bien entendu une agriculture biologique, enfin en tout cas une agriculture comme autrefois, mais les objecteurs de croissance sont persuadés qu'avec les techniques d'agriculture biologique et notamment les techniques dont on parle actuellement comme la permaculture, l'agroforesterie, qui sont tout simplement la façon de faire l'agriculture d'avant le pétrole, mais on leur a donné des mots nouveaux. Les objecteurs de croissance sont persuadés qu'on va avoir des rendements agricoles égaux, voire supérieurs à ceux qui sont aujourd'hui ceux de l'agriculture industrielle. Ils se basent pour cela sur des expériences, des micro-expériences de laboratoire ici ou là, dans ce qu'ils appellent les alternatives concrètes, et ils font une extrapolation, et ils disent donc, de façon très assurée, très affirmée, que l'agriculture sans pétrole pourra fournir des rendements supérieurs à l'agriculture avec pétrole. Donc c'est sur ce contresens, qui manifestement émane de gens qui ne sont pas des techniciens de l'agriculture, que les objecteurs de croissance fondent leur confiance dans le taux de natalité actuel. Cette position pour l'accroissement démographique, tout au moins pour le maintien du taux démographique actuel, constitue une contradiction, un paradoxe stupéfiant chez les objecteurs de croissance, et il conviendrait qu'ils réétudient leur copie très sérieusement sur ce point. Les objecteurs de croissance parlent également d'une frugalité heureuse, comme base d'un mode de vie idéal et souhaitable. Partagez-vous ce point de vue? Alors, je partage ce point de vue, oui et non. On peut effectivement décider librement de ne pas entrer à fond dans la société de consommation, de freiner sa consommation, de vivre d'une façon sobre et frugale, et d'y trouver un plaisir. À partir du moment où c'est une démarche individuelle.
Mais à partir du moment où on en fait une doctrine qui ressemble à un éloge de la pauvreté, puisque les objecteurs de croissance parlent beaucoup de la pauvreté, il y a même des forums consacrés à la pauvreté, et on assiste petit à petit à la construction d'une idéologie qui présente la pauvreté comme étant porteuse de vertu. Alors il y a là quelque chose d'extrêmement choquant, parce que les pays pauvres, les individus qui vivent dans les pays sous-développés sont demandeurs de croissance, ils sont demandeurs de leur élévation du niveau de vie, et cet éloge de la pauvreté qui commence à se répandre dans certains milieux des pays riches uniquement, n'est pas partagé par l'immense majorité du tiers-monde et des pays en développement qui, eux, aspirent précisément à se développer. La notion de partage est également très présente dans leur discours. Paul Ariès aime à répéter qu'il voit l'avènement de la décroissance comme le remplacement du temps des exploiteurs par le temps des partageurs. Êtes-vous contre le partage des richesses ? Alors, la notion de partage des richesses est une notion qui est un clivage, qui crée le clivage droite-gauche. Lorsqu'on demande aux gens de gauche qu'est-ce qui distingue la gauche de la droite, la plupart du temps, ils mettent en avant cette notion de partage. La gauche est une option politique qui met en avant le partage des richesses, la droite n'est pas pour le partage des richesses. Bon, le partage des richesses pose, à mon sens, deux problèmes. Un problème technique d'abord, c'est-à-dire comment est-ce qu'on partage ces richesses. On parle beaucoup, les objecteurs de croissance parlent beaucoup du partage des richesses d'une façon extrêmement théorique, ou voire d'une façon religieuse, un petit peu comme un curé lorsqu'il fait un prêche, mais il n'y a pas de concrétisation, il n'y a pas d'illustration de la façon dont ils envisageraient ce partage des richesses. Et alors, pour ce qui concerne les pays nord-sud, parce qu'il y a le partage des richesses à l'intérieur de nos pays développés, puisqu'il est évident qu'il y a des riches et des pauvres, mais ils mettent beaucoup l'accent sur le partage des richesses entre les pays du Nord et les pays du Sud. Et là, on a l'intervention des outils de la civilisation industrielle, puisque pour partager les richesses, on a besoin de transporter les aliments. Nous avons également des problèmes de péremption des produits alimentaires. Donc il y a un aspect technique dans le partage des richesses qui nécessite d'être étudié et qui n'est pas livré par les objecteurs de croissance. Le deuxième problème, c'est pourquoi partager les richesses. Alors, bien sûr, leur réponse vient immédiatement, tout simplement parce qu'il y a des pauvres et des riches, des gens qui ont plus et des gens qui ont moins. Donc, les gens qui ont plus doivent donner à ceux qui ont moins. C'est une façon de voir les choses, qui, à mon sens, considère la situation actuelle et en fait s'attaque aux symptômes et non pas aux causes. Alors, qu'est-ce exactement que le partage des richesses à l'intérieur d'un pays? L'impôt prétend le faire, puisque l'impôt a deux objectifs. C'est un objectif de financement des services publics, des fonctions régaliennes de l'État, la police, la justice, l'armée, etc. Et un deuxième objectif, qui est un objectif social, qui est de répartition des richesses, en gros, prendre à ceux qui ont trop pour donner à ceux qui ont moins.
Donc, le partage existe déjà, hein, notre société capitaliste, croissante, annonce qu'elle partage les richesses et met d'ailleurs une étiquette de vertu sur l'impôt de ce point de vue. Donc, continuer à prôner le partage des richesses, d'une certaine façon, c'est par conséquent continuer aussi à donner une caution aux capitalisme qui utilise l'impôt pour ce partage des richesses. À l'inverse, les libéraux prétendent que s'il n'y avait pas d'État, il y aurait un partage des richesses par la solidarité naturelle qui s'établit entre tous les hommes lorsqu'ils sont livrés eux-mêmes. Et ils prennent souvent, pour exemple, lorsqu'on les questionne sur cette question, sur ce thème, ils prennent souvent comme exemple les débuts des pays neufs, comme par exemple les États-Unis, où avant que l'État fédéral ne se mette en place, eh bien, il y avait une prise en charge des pauvres, enfin de ceux qui ne s'en sortaient pas, qui n'arrivaient pas à s'enrichir par la libre entreprise. Il y avait une prise en charge des pauvres par des ligues de vertu, des ligues de lutte contre la pauvreté. Et historiquement, ces faits sont tout à fait vérifiés. La société libérale dans ses débuts de laisser-faire, laisser-aller, prenait en charge de façon spontanée, de façon caritative, les pauvres. Donc la notion de partage des richesses, elle est présente dans tout l'éventail de l'échiquier politique. Le problème est de savoir s'il faut que ce partage des richesses soit établi, décidé de façon législative par l'État, ou si on doit s'en remettre ou si on doit plutôt miser et confier cette répartition à la solidarité de l'âme humaine, de l'esprit humain. Je pense personnellement que le problème est mal posé lorsque on cherche à faire intervenir un élément organisé pour répartir les richesses. Je considère qu'il est plus équitable de travailler sur l'égalité des chances. La différence de richesse entre les individus vient, si on veut simplifier, de deux origines. Il y a une origine, une raison de différence de revenus par l'activité de la personne pendant toute la durée de sa vie, une activité qui va être plus intense que notre individu, qui va être plus performante, qui va prendre plus de risques, et cette activité va générer un revenu supplémentaire. Il n'y a pas là, à mon sens, de scandale particulier. Une autre source, par contre, est beaucoup moins juste et beaucoup plus scandaleuse, c'est la différence des patrimoines et la différence de l'accès à la monnaie. Si l'égalité de revenus entre deux personnes est liée uniquement à sa capacité de travail, sa capacité d'invention, sa capacité de prendre des risques, il n'y a pas lieu de partager. Celui qui choisirait délibérément de moins travailler et d'avoir moins d'argent ne serait pas fondé à réclamer le surplus de celui qui travaille et qui récolterait plus d'argent. Par contre, lorsque cette
augmentation de richesse est liée à un patrimoine qui vient de l'héritage et à un accès à la monnaie, puisqu'on sait que le capitalisme est essentiellement est essentiellement lié à l'argent du système bancaire réservé à une caste privilégiée. Donc ces deux éléments, la différence d'obtention de patrimoine et la différence de l'accès au système du crédit bancaire, par contre, doit être combattu, et à mon sens, c'est à partir de cette démarche que doit se mettre en place une lutte contre les inégalités de richesse et non pas par une redistribution étatique. Les relations Nord-Sud sont également très présentes dans l'argumentaire des décroissants culturels. La décroissance devrait, selon eux, faire cesser l'emprise coloniale des pays riches sur les pays pauvres et le pillage de leurs ressources. Personnellement, voyez-vous un lien entre ces deux idées? Alors, personnellement, je ne vois aucun lien entre ces deux idées. Bien au contraire, la décroissance, le déclin industriel des pays riches devrait amener progressivement le niveau de vie de ces pays du Nord plus proche du niveau de vie des gens du Sud. Donc, il semble que cet accent qui est mis par les objecteurs de croissance sur la différence Nord-Sud, et ils ont raison de ce point de vue, de pointer, de stigmatiser le fait que les pays de l'OCDE spolient les pays du Sud, prennent leurs richesses pour pouvoir se développer, mais dans le cadre d'une décroissance, il y a tout lieu de penser qu'il y aurait un équilibre qui se rétablirait entre les niveaux de vie de ces deux parties du globe. Donc je ne vois pas de lien entre une décroissance industrielle au nord qui favoriserait l'aide aux pays du Sud. Bon, il est certain que si les pays riches décroissent, ils n'iront plus chercher les ressources dans les pays pauvres, et de ce fait, cette spoliation qui est réelle, qu'on constate, cessera. Donc, de ce point de vue, la décroissance, volontaire ou pas des pays riches, amène un bien pour les pays du Sud. Mais ça ne règle pas le problème d'accès à l'alimentation pour les pays qui sont aujourd'hui sous-alimentés. D'autre part, si on considère le partage des richesses entre les pays du Nord et les pays du Sud comme par exemple un transfert alimentaire du Nord vers le Sud, une situation de décroissance des pays du Nord va rendre difficile ce transfert, tout simplement pour des raisons techniques, puisqu'on a besoin de moyens de transport pour amener la nourriture, on a des problèmes de périssabilité de cette nourriture, donc on ne voit pas trop comment une décroissance au nord pourrait faciliter le transfert de richesses vers le sud, richesses qui d'ailleurs, par la conséquence de la décroissance, deviendraient moins importantes. Par ailleurs, les pays du Sud sont demandeurs de croissance. Donc, lier le partage des richesses du Nord avec une situation de décroissance qui ferait que le Nord aurait moins de richesses, aurait moins de possibilités de transporter ses excédents, puisqu'il n'y aurait plus d'excédents, vers les pays du Sud,
par rapport à des pays du Sud qui, eux, aujourd'hui, sont demandeurs de croissance, il y a là un capharnaüm des idées et qui ne me paraît pas, cohérent. Et je trouve que les objecteurs de croissance sont extrêmement en difficulté sur ce raisonnement. Parallèlement à cette notion de partage, la notion de gratuité est également très présente chez ces décroissants. Êtes-vous partisan ou opposé à la gratuité? Alors tout d'abord la gratuité, là encore de même que le problème de la stigmatisation, de l'écart de niveau de vie entre les pays du Nord et les pays du Sud, le fait de prôner la gratuité n'a pas de lien, à mon sens, avec la décroissance. La gratuité, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des services publics qui sont le plus nombreux possible et qui sont gratuits. Alors aujourd'hui on a des services publics, on a la SNCF, on a la Poste, on a des transports en commun, mais ces services sont payants. Je suis personnellement, oui, partisan qu'une société de liberté, d'égalité, de solidarité mette en place des services publics en nombre beaucoup plus important qu'aujourd'hui, sous forme de gratuité. Donc de ce point de vue-là, la lutte des objectifs de croissance pour les gratuités me paraît tout à fait intéressante et tout à fait justifiée, mais je cherche le lien avec la décroissance, je cherche l'élément facilitateur de la gratuité lié à la décroissance. Une société en décroissance, pourquoi une société en décroissance serait-elle plus apte à créer de la gratuité? Je ne vois pas le lien. Les objecteurs de croissance prônent l'établissement d'un revenu minimum garanti pour tous, reprenant ainsi une idée qui flotte dans l'air de presque tous les partis politiques. Quelle est votre position sur ce sujet? Alors, concernant le revenu de base, il s'agit de bien voir quel type de revenu de base proposent les objecteurs de croissance. Parce que, comme vous venez de le dire, le principe d'un revenu garanti est dans les cartons de presque tous les partis politiques. Il y a des différences au niveau du montant, il y a des différences au niveau des critères d'obtention de ce revenu. Les objecteurs de croissance, eux, pour leur part, proposent quelque chose de très précis. Ils proposent un revenu assez élevé, de l'ordre de 1 000 €, voire plus, qui est inconditionnel, c'est-à-dire qui n'est pas lié à une évaluation des ressources de l'individu par ailleurs, qui est de la naissance à la mort, qui serait attribué de la naissance à la mort, et qui n'est pas soumis à une contrepartie de travail. Donc un revenu qui peut être obtenu par tout individu sans contrepartie de travail. Je suis opposé personnellement à cette proposition parce que je considère qu'elle a 3 inconvénients majeurs. Premièrement, elle est démobilisatrice, elle est finalement consubstantielle au capitalisme, aussi étrange que ça puisse paraître, je vais m'en expliquer, et elle est nataliste, elle favorise l'augmentation de la démographie, et j'ai indiqué déjà tout à l'heure que la démographie était un problème très important et délicat pour les années qui vont venir. Le revenu inconditionnel est démobilisateur de l'énergie et de l'activité, de l'inventivité individuelle.
puisqu'il permet tout simplement bien, de ne pas avoir d'activité économique dans le sens économique traditionnel, c'est-à-dire l'échange d'un individu avec un autre, moyennant rémunération d'un produit et d'un service qu'il aurait fabriqué ou auquel il aurait participé à son élaboration. Donc, dans une situation de décroissance, puisqu'il faut bien voir que toutes ces propositions se placent dans le cadre d'un système qui est décroissant, d'une économie qui décline, je pense que nous aurons besoin de la mobilisation de tout le monde, qu'il va falloir s'adapter à moins d'énergie, à moins de matières premières, et donc sans doute réexhumer des savoir-faire qui avaient été balayés par la technologie pétrolière. Et donc cet élément démobilisateur pour l'activité économique, pour l'activité de production, me paraît incompatible avec les nécessités de la décroissance. C'est le premier point. Le deuxième point, bien qu'étant anticapitalistes, antiproductivistes, les objecteurs de croissance, en proposant un revenu inconditionnel, se font, alors je ne sais pas si c'est conscient ou inconscient de leur part, mais se font objectivement les alliés du capitalisme, puisqu'il n'y a que par les marges et les bénéfices générés par les entreprises qu'on va pouvoir dégager ces sommes énormes qui sont nécessaires à cette dotation inconditionnelle. Un simple calcul amène au chiffre de 800 milliards, puisque 1000 € par personne, 62 millions d'habitants multipliés par 12 mois par an, ça fait 800 milliards. 800 milliards, c'est presque la moitié du PIB actuel, et c'est à peu près l'équivalent de l'ensemble des prélèvements obligatoires, impôts sur le revenu, TVA, retraite, chômage, cotisation maladie. Donc, pour pouvoir financer ce revenu de base, il faut des entreprises qui font beaucoup de bénéfices afin que il puisse y avoir une ponction fiscale à un niveau suffisamment élevé pour financer ce revenu de base. Ce n'est pas avec une situation de décroissance et des entreprises qui vont fonctionner en basse énergie qu'on va pouvoir dégager ces sommes importantes. Le troisième reproche que je fais au revenu de base façon objecteur de croissance, c'est qu'il est objectivement nataliste. En effet, un revenu pour tout le monde de la naissance à la mort, ça incite, bien entendu, chaque famille à avoir des enfants, puisqu'on va bénéficier tout de suite, à la naissance, d'un revenu supplémentaire si il y a un enfant de plus. Donc c'est objectivement une incitation à la natalité. Or, on a vu tout à l'heure que l'augmentation démographique, par rapport également à une perspective de décroissance, c'est-à-dire sans doute à une diminution des revenus agricoles, pose un problème crucial à l'humanité et qu'on n'a pas besoin de politiques qui incitent à la natalité. Le quatrième élément de critique que je voudrais apporter par rapport à ce revenu de base des objecteurs de croissance, c'est qu'il couple systématiquement cette notion de revenu de base avec une notion de revenu maximum autorisé. Ce revenu maximum autorisé, c'est tout simplement l'idée que la société ne permettrait pas que les revenus de l'individu dépassent un certain seuil.
Alors les chiffres qui sont proposés, c'est 4 fois le SMIC. On va dire au-delà de 4 000 euros, c'est interdit. Alors, nous n'avons pas le droit, l'individu n'a pas le droit de gagner plus de 4 000 euros. Le dispositif qui est prévu est un dispositif bien évidemment extrêmement coercitif, puisqu'il s'agit d'établir une législation fiscale encore plus rigoureuse qu'actuellement. Ce revenu maximum autorisé, RMA, fonctionnerait avec une loi fiscale qui prendrait 100% des revenus au-delà de 4 ou 5 000 euros par mois. Bon. Donc, d'une part, on a là un autoritarisme très très fort. Sur le plan d'idéologie, c'est l'avènement de l'impôt roi, puisque l'impôt règle le problème. Et il y a tout lieu de penser d'ailleurs que malgré ce dispositif, le plan n'arrive pas à son but. Pourquoi? Parce que, bien évidemment, les gens qui ont conçu cette idée de revenu maximum et de prélèvement au-delà d'un certain niveau sont des personnes qui ne sont pas forcément impliquées dans l'entreprise et qui raisonnent d'une façon très très théorique. Or, tout chef d'entreprise, tout travailleur indépendant ou chef d'entreprise, petite entreprise, moyenne ou grande entreprise, sait très bien que si s'il y a un dispositif fiscal qui prélève 100% de ses revenus au-delà d'un certain seuil, bah, il va tout simplement s'auto-limiter. Donc, il y a fort à parier que ce dispositif de prélèvement fiscal soit inefficient, ne fonctionne pas, tout simplement parce qu'il y aura une auto-limitation des revenus par les individus ou les entreprises pour qu'on n'arrive pas, bien entendu, à ce seuil et que par voie de conséquence, tout revenu supplémentaire qui serait de là soit pris intégralement par l'État. Donc, cette source de financement, ce moyen de financement qui est prévu par les objecteurs de croissance pour la dotation inconditionnelle risque, enfin, probablement ou même certainement ne pourra pas fonctionner parce qu'il y a une erreur de conception du dispositif. Reprenant un slogan de Serge Latouche, les décroissants culturels prétendent que notre imaginaire est colonisé. Sous-entendu, pour nous faire aller vers la croissance, et que nous devons par conséquent décoloniser notre imaginaire pour aller vers la décroissance. Ne trouvez-vous pas que c'est une belle formule pour un beau projet? C'est une très belle formule. C'est une formule qui a beaucoup de succès et c'est normal. Je la trouve très suggestive. C'est une trouvaille. Par contre, le projet, lui, est détestable. Il est détestable parce qu'il fait très peu de cas de la liberté individuelle et surtout très peu de cas de la responsabilité individuelle. Il part du principe que l'individu moyen n'est pas assez intelligent pour voir ce qu'il y a derrière la civilisation industrielle. Or, Serge Latouche a trouvé une belle formule, mais enfin, il n'est pas le seul à avoir décrypté qu'il y a la publicité, qu'il y a le crédit, et qu'il y a ce qu'on appelle l'obsolescence programmée, c'est-à-dire certains produits, certains objets qui sont fabriqués un peu en camelote, de façon camelote, pour qu'ils ne durent pas très longtemps et qu'on soit obligé d'en racheter plus tard. Il est évident, il suffit de traîner un petit peu dans les bistrots pour voir que quand même l'individu de base, le français moyen, n'est pas si idiot que Serge Latouche le pense et qu'il sait tout ça. Hein.
Alors, dire que un groupement politique, intellectualo-politique, va partir en croisade pour décoloniser l'imaginaire du français moyen qui n'est pas assez intelligent pour comprendre que la publicité l'incite à acheter des choses supplémentaires, qui n'est pas assez intelligent pour comprendre que lorsqu'il fait un crédit, au lieu d'acheter comptant, bah, il va engraisser les banques et il va payer des intérêts, et qu'il n'est pas assez intelligent pour comprendre que lorsqu'il achète une paire de chaussures à 20 euros, elle va durer moins longtemps que s'il achète une paire de chaussures à 150 euros. Bon. C'est faire peu de cas des capacités de l'esprit des gens du commun, et cela personnellement me choque beaucoup. Donc, le conditionnement, qui est un mot un peu moins joli que la colonisation de l'imaginaire, le conditionnement des comportements consuméristes, c'est un secret de polichinelle. Tout le monde est au courant, et celui qui consomme aussi est au courant. Les gens savent ce qu'ils font, ils sont suffisamment lucides, et on n'a pas forcément besoin du professeur émérite Monsieur Latouche pour que cette chose-là soit connue du grand public. Et ce qui me choque beaucoup dans cette idée de croisade pour décoloniser l'imaginaire, c'est ce sentiment de détenir la vérité. Je fais un parallèle avec les membres du comité de salut public en 1792, qui, en fonction d'une vérité qui était celle de la Révolution, appliquaient des mesures coercitives, voire terroristes. On se souvient de la fameuse maxime de Saint-Just, pas de liberté pour les ennemis de la liberté, et elle serait presque transposable concernant cette décolonisation de l'imaginaire. Les conséquences de ce raisonnement sont des conséquences, il faut bien le dire, qui sont législatives et coercitives, puisque on a de la part des tenants de cette théorie des propositions d'interdiction de la publicité, des propositions d'intervention au niveau de la production pour que les objets ne soient pas programmés obsolescents. Donc c'est une intervention étatique encore plus importante que celle qui existe aujourd'hui qui est proposée. Je note que rien n'est dit sur le crédit, puisque les trois piliers de la colonisation de l'imaginaire sont la publicité, donc les propositions sont interdiction de la publicité, l'obsolescence programmée, la solution serait intervenir dans les entreprises pour que les produits soient durables. Et le troisième pilier de cette théorie concerne le crédit. Donc les gens sont pris par le crédit. J'observe qu'il n'y a pas de proposition des objecteurs de croissance pour amener la gratuité du crédit. Or, nous verrons un petit peu plus loin que les athées constructivistes proposent la gratuité du crédit. C'est d'ailleurs une idée qui n'est pas nouvelle, qui est née pendant la Révolution de 1848 avec Proudhon, qui a été le premier à vouloir légiférer sur la gratuité du crédit. La notion de gratuité du crédit non plus n'est pas nouvelle, puisque elle est encore plus ancienne à la Révolution de 1848. C'était l'Église catholique et également l'islam qui avait érigé
l'interdiction de vendre de l'argent contre de l'argent. Et j'observe tout simplement que les objecteurs de croissance ne parlent pas de cela. Il conviendrait que ce troisième pilier qu'ils dénoncent fasse également l'objet de propositions législatives. Un autre argument mis en avant par les objecteurs de croissance est que le progrès technique, moteur de la croissance, aurait été imposé de force aux individus de base par le pouvoir capitaliste et que toute action en retour serait justifiée par la lutte contre cette coercition initiale. Que pensez-vous de cette affirmation ? Ne pourrait-elle pas servir de base idéologique à une dérive terroriste de l'objection de croissance ? Oui, alors cette théorie selon laquelle la croissance aurait été imposée de force et continuerait d'ailleurs à être aujourd'hui imposée de force par le pouvoir oligopolistique contre le désir profond des individus, est une théorie qui est à la fois fallacieuse et dangereuse. Dangereuse parce que, comme vous le suggérez, elle peut amener à valider des actions de type terroriste qui iraient par exemple détruire des machines ou des engins, validés par une vertu supposée de lutte contre une oppression. On a quelques exemples actuellement, notamment concernant la controverse sur le percement des lignes de TGV, nouvelles lignes à grande vitesse. Certaines organisations préconisent plus ou moins de s'attaquer aux engins de chantier pour ralentir ces travaux. Donc, nous sommes personnellement, donc les athées constructivistes, totalement opposés à toute action de ce type. Mais sur le fond de l'idée, cette théorie est particulièrement fallacieuse. Les zélateurs de cette idée se basent sur certaines observations dans l'histoire, quelques épiphénomènes comme par exemple la révolte des ouvriers luddites ou le principe du Saint-Lundi. Alors très rapidement, les ouvriers luddites étaient des ouvriers tisserands au début du XIXe siècle, vers 1810, en Angleterre, à l'époque où l'Angleterre commençait à entrer dans la civilisation industrielle et allait devenir la première puissance mondiale, précisément parce qu'elle avait mis en exploitation le charbon. Et les premières manufactures industrialisées de fabrication de tissus entraient en concurrence avec les petits artisans. Ces ouvriers donc luddites se sont livrés à des bris de machines, donc s'introduit dans les manufactures naissantes et ont perpétré des saccages et des destructions de machines. De là à en déduire qu'ils s'opposaient au progrès, c'est largement faux. Ils s'opposaient à la concurrence d'artisans qui étaient plus gros qu'eux et qui donc pouvaient produire à moindre coût, mais l'innovation technique proprement dite n'était pas mis en cause, puisque on sait bien que dans tous les métiers, dans toutes les activités, prenons l'agriculture,
chaque fois qu'il y a une innovation technique, chaque fois qu'une charrue devient plus puissante, chaque fois qu'on a un outil qui permet d'éviter de l'effort physique ou de l'effort animal, l'utilisateur, le professionnel, bien entendu, adhère. Le Saint-Lundi également a été évoqué comme étant un argument, ce lundi qui était chômé par les artisans, qui d'ailleurs en profitaient pour aller se saouler dans les bouges, et qui a disparu principalement parce que la société devenait un petit peu plus morale, et que cette pratique du Saint-Lundi a été remplacée en fait par le repos dominical du dimanche. Donc on ne trouve pas, en cherchant bien, on ne trouve pas dans l'histoire des preuves avérées que l'homme, que l'individu de base, chaque fois qu'il y a eu une innovation technique, s'est opposé à cette innovation. Donc, il faut affirmer une bonne fois pour toutes que la civilisation industrielle, le progrès technologique, n'a pas été imposé de force à l'homme, mais a été séduisant. L'homme a été séduit chaque fois par les innovations techniques et y a adhéré de son plein gré. Une critique, économique celle-ci, formulée par les objecteurs de croissance contre la société actuelle, est celle de productivisme, sous-tendant la recherche permanente du profit maximum. Partagez-vous cette critique de la notion de profit d'une part, et pensez-vous que le profit soit le principal moteur de la croissance d'autre part? Non, je ne partage pas du tout cette critique de la notion de profit. Le profit est le moteur de l'activité humaine. Et on n'a pas d'exemple, encore une fois, regardons l'histoire, regardons le passé, on n'a pas d'exemple d'activité économique qui soit générée simplement pour le plaisir, voire pour l'altruisme. On a la notion de profit comme étant en permanence le moteur de l'activité économique. Alors, oui, le profit est l'un des moteurs de la croissance, étant donné qu'il est la cheville ouvrière de l'économie, il est la cheville ouvrière aussi de la croissance. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais dans tous les cas de figure, c'est-à-dire dans un cas de décroissance inéluctable, lié au fait qu'on a moins d'énergie, qu'on a moins de matières premières, on aura la recherche de profit. Même dans le cas d'une décroissance volontaire, c'est-à-dire qu'en admettant que par une coercition législative ou par une volonté, une agrégation de volontés individuelles, on ait une décroissance volontaire, il y aura la recherche du profit. Les objecteurs de croissance, lorsqu'ils critiquent le profit, critiquent bien entendu l'organisation capitaliste, les superstructures oligarchiques, et là on peut être d'accord avec eux, mais lorsque tout naturellement ils en viennent à préconiser le remplacement des entreprises capitalistes par des coopératives, il est très aisé de leur répondre que les coopératives qui fonctionnent déjà, les entreprises en autogestion, les coopératives sont des choses qui sont des dispositifs qui existent déjà, on a la recherche du profit. Une coopérative va fonctionner au niveau de la répartition justement de ce profit entre les différents acteurs de façon différente d'une entreprise capitaliste possédée par un seul individu, mais le moteur économique, le moteur de l'activité de cette coopérative va être le profit. Donc c'est une méconnaissance de leur part des mécanismes économiques. Ceci est bien normal puisque
la plupart des décroissants sont des intellectuels ou des gens qui ne sont pas directement dans la production et ils ne connaissent pas bien l'entreprise. C'est la raison pour laquelle ils se trompent largement lorsqu'ils ignorent la notion de profit et qu'ils rejettent cet activateur pour l'activité humaine. Élargissant leur contestation de la société croissante, les objecteurs mettent directement en cause le capitalisme. Quelle est votre position personnelle par rapport au capitalisme? C'est un énorme débat. Il faut d'abord, à mon sens, définir ce qu'est le capitalisme. Définir ce qu'est le capitalisme, définir ce qu'est le libéralisme. On a une simplification des termes qui est dommageable pour la bonne compréhension des mécanismes. Il y a une différence importante, c'est d'ailleurs un des sujets de contestation, de polémique avec les libéraux, entre le capitalisme et le libéralisme. Il y a deux choses. Il y a le capitalisme, c'est-à-dire le grand capitalisme, qui fonctionne grâce à l'État, d'ailleurs, grâce aux lois étatiques qui permettent à l'oligarchie mondiale financière de financer précisément ces activités avec l'argent virtuel des banques. Donc il y a ce grand capitalisme qui crée des inégalités, qui doit être combattu d'un simple point de vue de justice sociale. Et puis il y a le libéralisme qui, à mon sens, est totalement différent du grand capitalisme qui a pu s'installer grâce aux lois étatiques, ne l'oublions pas. Le libéralisme, lui, n'a pas besoin de loi, n'a pas besoin d'État, c'est l'initiative individuelle. Et ce libéralisme de monsieur tout le monde, du petit artisan, du petit travailleur, est, à mon sens, l'outil principal d'adaptation et de réaction à la décroissance des ressources énergétiques et minérales. En fait, c'est le rôle de l'État qui est en question. Lutter contre le capitalisme, ça revient en fait à lutter contre l'État. Parce que, comme je viens de le dire, c'est l'État qui permet au grand capitalisme d'exister. Donc, redéfinir le rôle de l'État, voir comment l'État favorise en fait les grandes entreprises et l'exploitation de l'homme par l'homme que cela génère, est une approche qui me paraît plus complète, plus logique, qu'une approche politicienne, facile et je dirais démagogique, qui consiste à stigmatiser le capitalisme sans faire la différence entre le grand capitalisme et la petite entreprise individuelle. Les objecteurs se font un point d'honneur à affirmer qu'ils appartiennent à la famille politique de la gauche. Un de leurs livres collectifs, co-signé notamment par Paul Ariès, Michel Lepezan, Serge Latouche, Jean-Luc Pasquinet, etc., s'intitule même « Notre décroissance n'est pas de droite ». Pourquoi tant de haine pour la droite? Alors d'abord, la croissance n'est pas de droite ni de gauche, la décroissance non plus. La croissance, tous les gouvernements de gauche ont prôné la croissance, comme les gouvernements de droite, et donc de ce point de vue-là, je ne pense pas qu'on puisse faire une différence sensible de positionnement. Mais les objecteurs de croissance sont un petit peu obsédés, je dirais, par la possibilité qu'il y ait une décroissance de droite. Ça les inquiète beaucoup. Alors, bon, d'abord, il faudrait qu'ils nous expliquent ce qu'est cette décroissance de droite.
le plus important pour eux, semble-t-il, est d'affirmer que leur décroissance est bien de gauche. En fait, il y a là une posture politicienne, puisque j'ai lu ce livre, Notre décroissance n'est pas de droite, et je n'ai pas trouvé dans ce livre d'alerte contre des manifestations décroissantes de droite. J'ai plutôt vu une affirmation que les objecteurs de croissance avaient une filiation génétique affirmée avec la gauche. D'ailleurs, on constate que une fois qu'ils ont dit qu'ils étaient plus ou moins apolitiques, lorsqu'une échéance électorale se présente, on a chez les objecteurs de croissance des incitations ou carrément des consignes de vote pour les partis de gauche, notamment le Front de gauche. Donc, c'est tout à fait légitime. Ils sont là dans un marketing politique assez identique à ceux des autres partis. Mais précisément, comment se déroule le débat sur la décroissance entre les objecteurs de croissance et la droite? Quels sont les arguments contradictoires avancés par les uns et par les autres? Malheureusement, il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue parce que les objecteurs de croissance le refusent. J'ai entendu lors de différentes interviews, notamment Vincent Liéget, porte-parole du PPLD, Parti pour la décroissance, ainsi que Michel Lepezan, président du MOC, mouvement des objecteurs de croissance, dire à de nombreuses reprises « on ne discute pas avec n'importe qui », notamment le Front National. Alors le Front National, à plus forte raison des groupes encore plus extrêmes, mais ce parti qui représente aujourd'hui un bon quart de l'électorat français est un parti avec lequel les objecteurs de croissance, par exemple, refusent de discuter. Et donc il y a là une position que nous sommes bien obligés de nommer sectarisme et qui émane vraiment de leur ancrage à gauche, de leur ancrage qu'ils affirment très fortement. Je vais prendre deux exemples. Paul Ariès a commenté le livre de Alain de Benoît qui s'intitule Demain la décroissance. Donc Alain de Benoît a sorti ce livre il y a quelques années et Paul Ariès avait fait un papier incendiaire contre ce livre en disant qu'il s'agissait d'une littérature nauséabonde. Or, j'ai lu personnellement, je n'ai pas d'affinité particulière avec Alain de Benoît, mais j'ai été intéressé par ce livre et je souhaitais découvrir son contenu. Il dresse une espèce de catalogue, d'anthologie des différents mouvements décroissants, qu'il décrit plus qu'il ne commente, et je n'ai rien trouvé dans ce livre de particulièrement sulfureux. Or, Paul Ariès critique cet ouvrage, non pas sur le fond, puisqu'il n'en dit rien, mais simplement sur la personnalité de Alain de Benoît, qui est considéré comme étant un philosophe d'extrême droite. Un deuxième exemple, Vincent Chenet, qui est directeur du journal La Décroissance, fait dans tous les hebdomadaires une rubrique consacrée aux éco-tartuffes. Donc il fait un portrait chaque semaine d'une personnalité qu'il considère comme diffusant des idées écologistes, mais en fait étant quelqu'un qui est hypocrite ou un imposteur dans ce domaine. Et il a commenté une récente vidéo que j'avais faite d'Étienne Chouard, en disant que Chouard était un éco-tartuffe,
alors que Chouard n'est pas un écologiste, il répondait sur la décroissance, mais la charge de Vincent Chenet contre Chouard était essentiellement axée sur le fait que Chouard avait dit qu'il ne refuserait pas de discuter avec Alain Soral parce qu'il trouvait qu'il avait des idées qui pouvaient être intéressantes à manipuler dans un débat. Eh bien, le fait même que Étienne Chouard dise qu'il n'était pas opposé à discuter avec Alain Soral, le discrédite complètement aux yeux de Vincent Chenet, qui est l'un des papes de la décroissance et de l'objection de croissance en France. Donc ces deux exemples pour montrer que les objecteurs de croissance sont enfermés dans un sectarisme intellectuel qui les condamne, enfin, ils s'auto-condamnent à ne pas débattre de leurs idées avec les gens qui sont radicalement opposés. Donc, ils discutent entre eux, ils font des réunions entre des gens qui sont déjà convaincus, et de ce fait, bien entendu, le débat est toujours extrêmement consensuel. En fin de compte, et à votre avis, pourquoi les objecteurs mettent-ils autant d'ardeur à vouloir aller vers la décroissance tout de suite, sans attendre qu'elle ne s'installe toute seule? Alors ça c'est assez intéressant comme question. Je dirais, au risque de surprendre beaucoup, qu'ils ne croient pas vraiment à la décroissance anthropique. La décroissance anthropique fait référence aux travaux de Nicolas Georgescu-Roegen, qui est d'ailleurs le premier économiste scientifique à avoir parlé de décroissance. Georgescu-Roegen a écrit un livre qui s'appelle « Demain la décroissance ». Il a également produit un certain nombre de travaux sur l'entropie, sur la thermodynamique, et il est le fondateur du courant que l'on appelle de la bioéconomie anthropique. La théorie de Georgescu-Roegen est que, à partir du moment où l'homme a commencé à puiser dans les ressources non renouvelables, que ce soit au niveau des minerais ou des ressources énergétiques, il va inéluctablement vers une décroissance et vers une disparition de ces mêmes ressources énergétiques et minérales. Il y a donc chez Roegen, qui est, je le rappelle, l'initiateur du concept de décroissance, ce n'est pas M. Latouche, mais c'est M. Roegen, l'initiateur de la décroissance, il y a cette notion, toujours présente, de décroissance inéluctable par les lois physiques. Eh bien, il semblerait que les décroissants objecteurs de croissance, qui parlent d'ailleurs très très peu de Georgescu-Roegen, voire pas du tout, ne croient pas vraiment au fond d'eux-mêmes, bien qu'ils n'oseraient pas l'affirmer, ne croient pas vraiment au fond d'eux-mêmes à la réalité de cette décroissance. De ce point de vue-là, il serait, là encore je vais surprendre, il serait assez proche des libéraux, parce que disent les libéraux? Les libéraux disent nous avons confiance dans le capitalisme, de toute façon, pour régler le problème de disparition du pétrole, du charbon, le capitalisme, nos scientifiques vont trouver quelque chose, on ne se fait pas de soucis. Les objecteurs de croissance, eux, disent nous craignons, nous avons peur que le capitalisme trouve des solutions à la décroissance anthropique. Donc, nous redoutons beaucoup le capitalisme, nous pensons qu'il est extrêmement puissant, et nous en avons tellement peur que le meilleur moyen pour lui couper l'herbe sous le pied, c'est de décroître tout de suite. Parce que nous ne sommes pas sûrs finalement que le capitalisme ne vienne pas à bout
des théories de George Orwell. Voilà ce raisonnement qui est largement iconoclaste, mais dont je mets au défi tout objecteur de croissance de venir le contester. Et d'ailleurs, je suis disposé à en débattre à tout moment. Il y a un autre élément corollaire à ce que je viens de dire, c'est que pour les objecteurs de croissance, le déclin anthropique s'appelle récession. Pour eux, un capitalisme qui est aux prises avec une diminution de son carburant, ressources naturelles, énergétiques, minerais, amorce un déclin économique, et les objecteurs de croissance appellent ce déclin économique une récession, et pas une décroissance. Et donc, de ce fait, ils ne veulent pas de cette récession capitaliste, qui est objectivement une décroissance inéluctable. C'est la raison pour laquelle ils ne veulent pas entendre parler de décroissance inéluctable. C'est tout simplement un raisonnement politique, plus qu'un raisonnement bioéconomique. Mais quelle différence de fond les objecteurs de croissance font-ils entre le concept de récession et celui de décroissance? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour les objecteurs de croissance, le mot récession, pour eux, est synonyme de décroissance de droite. Et il y a un débat très très important sur la signification qu'il faut mettre derrière le mot récession et la signification qu'il faut mettre derrière le mot décroissance. Pourtant, Yves Cochet, qui est un décroissant, qui est un écologiste de ELV, mais qui, de ce fait, est mis de plus en plus à l'écart du parti parce qu'il est décroissant, indique à plusieurs reprises, dans différentes interventions vidéo, donc à partir desquelles on peut se référer, il indique à plusieurs reprises que la décroissance, c'est une récession économique. Mais dans l'idée, dans la doctrine des objecteurs de croissance, la récession est un produit du capitalisme. Alors, j'avais posé, lors d'une interview vidéo à Michel Lepezan, la question: supposons que notre civilisation soit contrainte à la décroissance, au déclin industriel, de par tout simplement le fait qu'il va y avoir une diminution, il y aurait une diminution, voire une pénurie de matières fossiles, c'est-à-dire de carburant, et de matières minérales, c'est-à-dire les différents minerais, le fer, le cuivre, le zinc, etc. Et je lui ai donc posé cette question: pensez-vous que dans ce cas, cette décroissance serait une récession, puisqu'il y aurait un déclin industriel? Et la réponse de Michel Lepezan a été celle-ci: ce serait une décroissance si nous nous l'approprions et que nous la vivons sereinement et joyeusement. Ce serait une récession si c'était le capitalisme qui nous l'imposait. Alors, c'est un débat extrêmement, c'est une conception extrêmement paradoxale, dans la mesure où une pénurie de matières fossiles et minérales est quelque chose qui s'impose à toute économie, qu'elle soit gérée de façon capitaliste, qu'elle soit gérée de façon communiste, bureaucratique, qu'elle soit gérée de façon autogestionnaire, quelle que soit la façon dont l'économie est organisée, si elle n'a plus le carburant du fossile et du minéral, l'industrie, telle que nous la connaissons aujourd'hui, ne va plus pouvoir exister. Donc il y a ce pinaillage permanent entre la récession et la décroissance qui en fait sous-tend une vision extrêmement politique, c'est-à-dire que
la récession est un produit de la civilisation, de l'organisation capitaliste, alors que la décroissance doit être, selon les objectifs de croissance, une situation qui va s'imposer spontanément et dans la joie, puisque le slogan pas du mensuel, de l'hebdomadaire La Décroissance, le journal La Décroissance, c'est la décroissance ou la joie de vivre. Donc cette décroissance doit s'installer dans la joie, malgré l'éventualité de la pénurie fossile, et c'est ce qui fait, selon les objectifs de croissance, la différence éthique entre la récession capitaliste et la décroissance des objecteurs. Pensez-vous, comme les objecteurs de croissance, que si la décroissance ne survenait pas de façon inéluctable, il faudrait quand même décroître de façon volontaire? Et pour quelles raisons? Je n'en suis pas si sûr. Pour moi, il n'y a rien d'évident dans le fait que la croissance, si elle était générée par exemple par des énergies propres, par un renouvellement des ressources naturelles qui aujourd'hui sont considérées comme étant non renouvelables, la croissance soit fatalement une chose qu'il faudrait combattre. La croissance a apporté un certain nombre de bienfaits aux individus. Elle a augmenté le confort. Elle recueille le satisfecit d'une immense majorité de la population. Et, mis à part les dégâts environnementaux causés par la prédation de l'homme dans les ressources fossiles et minérales, la croissance n'aurait que des bienfaits pour une grande partie de la population. Donc, admettons que ceux qui prônent la croissance continue et éternelle en se basant sur l'hypothèse que le génie humain, grâce à la science, va arriver à trouver des énergies définitivement et éternellement renouvelables. Pensons par exemple au projet de la fusion nucléaire. Si effectivement ces projets qui aujourd'hui peuvent être qualifiés de chimères, mais qui sont dans le credo d'un certain nombre de scientifiques actuels, si ces projets arrivaient à concrétisation, il n'est pas évident qu'il faille à tout prix décroître. La contestation de la croissance, il ne faut pas l'oublier, est intimement liée à la conviction que l'utilisation des ressources naturelles par l'homme génère une empreinte écologique insoutenable pour la planète et pour la vie de l'homme sur cette planète. S'il en était différemment, nous n'aurions plus cette motivation fondamentale pour nous opposer de façon systématique et de façon incontestable à la croissance. La position des objecteurs de croissance est une position qui ajoute à la prise en compte de l'empreinte écologique la contestation du mode de gestion économique de la société, c'est-à-dire du capitalisme. Or, là encore, il n'est pas évident que le capitalisme soit synonyme de croissance. On pourrait très bien imaginer une société de croissance propre. Prenons cette hypothèse, même si aujourd'hui elle paraît peu probable, mais elle n'est pas totalement irréfutable. On pourrait imaginer une société de croissance à partir d'énergie propre qui soit organisée, par exemple, en autogestion et avec des coopératives, plutôt qu'avec un système capitaliste. Donc il n'y a pas forcément une corrélation inéluctable entre le capitalisme et la croissance,
la croissance aurait pu se développer avec un mode de gestion des sociétés non capitalistes. La preuve en est que les pays qui avaient mis en place en Europe de l'Est des régimes communistes étaient eux également avaient axé leur politique économique vers un développement croissant. Donc il s'agit bien là, pour les objecteurs de croissance, je dirais non pas d'utiliser la décroissance des énergies fossiles comme un prétexte, mais d'ajouter à cette réalité physique une contestation politique du capitalisme. Et le fait d'amalgamer les deux et de rendre synonyme capitalisme et croissance, à mon avis, est un abus de langage politique. Car après tout, si l'empreinte écologique diminuait, par l'intervention sur l'un des facteurs constitutifs de cette même empreinte écologique, par exemple la démographie. Imaginons que par une politique dénataliste, les territoires se dépeuplent. Nous aurions donc une pression démographique moins forte sur la prédation des ressources naturelles, et de ce fait, cette même prédation des ressources naturelles deviendrait soutenable. Dans ces cas-là, l'urgence à décroître ne serait pas fondée de ce point de vue-là. Imaginons à l'autre bout de la problématique que des énergies propres et renouvelables et inépuisables puissent être maîtrisées par l'homme, notamment la fusion nucléaire, également le solaire thermique, puisque nous savons que le solaire photovoltaïque est extrêmement sujet aux cautions, dans la mesure où les panneaux solaires sont fabriqués avec des matériaux à la fois toxiques et très difficilement, dont la maintenance est très difficile et dont l'arrivée en fin de vie pose des problèmes de décontamination. Le solaire thermique, par contre, ne génère pas d'empreinte écologique. J'ai visité personnellement la grande station solaire thermique de Cramer Junction en Californie, et on n'a pas le sentiment que l'homme est en train d'abîmer la nature lorsqu'il place ses miroirs tout au long du désert. Au niveau du recyclage également, la théorie de physique de Huygens notamment, démontrant que le recyclage à terme aboutit quand même à une tendance vers zéro de la matière, pourrait être remis en cause par des nouvelles découvertes physiques, et on pourrait imaginer que ce fameux recyclage dont on parle beaucoup arrive finalement à un taux de 90 ou 95%, ce qui repousserait à une échelle très très lointaine l'extinction de la matière. Donc, si la technique, si la science arrivait et la politique pour ce qui concerne la démographie arrivait à maîtriser tous ces paramètres, nous aurions une empreinte écologique très bas, une empreinte écologique finalement soutenable, et la formule très connue des objecteurs de croissance disant quand bien même la décroissance n'interviendrait pas de façon inéluctable, il nous faudrait quand même décroître. Cette fameuse formule se base sur l'hypothèse que de toute façon on a une pression qui est insoutenable sur les ressources naturelles. Donc si cette hypothèque-là était levée, il n'y aurait pas d'équivalence et d'équation automatique entre la croissance et la destruction de la planète. En définitive, quels sont vos points d'accord et vos points de désaccord avec les objecteurs de croissance? Mes points d'accord avec les objecteurs de croissance concernent la démarche individuelle
de choix de vie décroissant. Personnellement, j'ai pratiqué ce mode de vie depuis les débuts des années 70, à une époque où la plupart des leaders des mouvements d'objection de croissance étaient en bas âge ou n'étaient pas encore nés. J'ai pratiqué l'agriculture biologique et cette démarche individuelle, qu'on peut appeler pas de côté, est à mon sens la meilleure façon de s'opposer à la croissance. Le prosélytisme également, c'est-à-dire la démarche politique qui va vers une dissémination de ces pratiques, me paraît également tout à fait intéressante, pourvu qu'elle ne franchisse jamais la limite de la libre détermination et qu'elle ne cherche pas à imposer par la loi cette pratique à tout le monde. Je suis également tout à fait en accord avec les objecteurs de croissance pour ce qui concerne le diagnostic porté sur les énergies actuelles fossiles qui bien sûr sont en voie d'extinction, sur les potentialités des énergies nouvelles qui en fait ne sont pas si nouvelles que ça, puisque nous savons que le soleil, le vent et l'eau sont des énergies ancestrales, mais qui aujourd'hui sont classées dans les énergies qui vont pouvoir remplacer le carburant fossile. Or, il apparaît à l'étude très technique du potentiel de ces énergies qu'elles ne vont pas pouvoir remplacer les 90 millions de barils jour de pétrole consommés par l'ensemble de la civilisation industrielle. Donc sur ce plan-là, déplétion fossile et surestimation des possibilités des énergies renouvelables, je suis tout à fait en accord avec les objecteurs de croissance. Un troisième point important d'adhésion avec eux concerne la critique du grand capitalisme. J'ai expliqué précédemment que je faisais une distinction très importante entre grand capitalisme et petite entreprise individuelle, mais pour ce qui concerne les grosses sociétés, et à plus forte raison les sociétés transnationales, il est évident qu'elles constituent, elles, pour le coup, effectivement un moteur important de la croissance et d'exploitation de l'homme par l'homme. C'est ce grand capitalisme qui fonctionne essentiellement grâce au mode de création monétaire et aux lois étatiques qui lui permettent d'exister. Ce grand capitalisme doit être combattu et si possible éradiqué dans le cadre de la société de l'après-pétrole et de l'après-croissance. Donc je suis en accord sur ces trois points. Par contre, je suis en désaccord sur un certain nombre de positionnements des objecteurs de croissance. Tout d'abord, concernant le productivisme, j'ai déjà dit que cette analyse un petit peu schématique, un petit peu simpliste des objecteurs sur le productivisme ne me paraissait pas réaliste, notamment dans l'hypothèse où la société s'organiserait avec des coopératives et des entreprises en autogestion. Le productivisme, c'est-à-dire la recherche de l'efficience, de l'efficacité dans le process de production, me paraît indispensable pour mener à bien une société à basse énergie. Corollairement, chaque fois que on assimile productivisme à recherche du profit, on fait là aussi un amalgame tout aussi contestable. La recherche du profit maximum n'est critiquable que dans le cas où
on a cette recherche de profit maximum pour les besoins d'une grosse société avec des actionnaires, qu'on est dans un système où les capitaux vont rapporter à des gens qui ont investi et donc qui font fonctionner l'argent sans faire fonctionner, qui font fonctionner le capital argent sans faire fonctionner le capital travail. Mais dans le cas où nous avons une société de petites entreprises individuelles qui s'adaptent aux conditions de basse énergie, je reste persuadé que la notion, que l'objectif de profit, que le moteur profit est un élément déterminant dans l'efficacité du système économique qui devra être mis en place. Mon deuxième point de désaccord concerne cette critique presque épidermique des objecteurs de croissance vis-à-vis du consumérisme. Le consumérisme, on peut le définir d'un certain nombre de façons différentes, mais avant tout, c'est la liberté individuelle de tout un chacun de choisir tel ou tel produit, de choisir tel ou tel mode de vie. Et toutes les critiques du consumérisme, des modes de consommation de notre société actuelle, procèdent, à mon avis, d'un incroyable péché d'orgueil de la part de ceux qui pensent détenir la vérité de ce qui est bien pour l'individu dans sa façon de vivre et dans ce qui est condamnable. Je pense à une formule de Paul Ariès, une très belle formule, un petit peu comme celle de Serge Latouche concernant la colonisation de l'imaginaire. Paul Ariès dit « Le capitalisme nous donne à jouir, mais cette jouissance est de mauvaise qualité. » Alors ça suppose que la société qu'il aspire de ses voeux, le modèle économique qui serait mis en place, fournirait donc un certain nombre de produits qui donneraient également à jouir, puisqu'il parle de la décroissance comme d'une nouvelle joie de vivre, mais que cette jouissance, elle, serait de bonne qualité. Donc il y a là une suffisance intellectuelle qui me gêne profondément. Dans la continuation, dans l'extrapolation de ce raisonnement, nous arrivons en fait à un non-dit, qui parfois d'ailleurs est dit, c'est celui de la planification. Parce que qu'est-ce qu'il y a derrière la critique du consumérisme, derrière ce procès qu'on fait à monsieur tout le monde, de mal consommer, d'être accro à son portable, d'être accro à ceci, alors qu'en fait, il devrait plutôt bénéficier, il devrait plutôt jouir avec d'autres biens et services. Il y a cette idée qu'il doit y avoir une planification des besoins. Qu'il y aurait un ministère ou une commission des besoins qui déterminerait pour l'ensemble de la population quels sont les biens et les services qui sont admissibles, consommables, disons politiquement jouissifs, et cette idée me gêne beaucoup. Enfin, dernier point qui vient aussi en conséquence logique de toutes ces considérations, c'est qu'il y a chez les objecteurs de croissance, là encore malgré certaines déclarations, il y a une grande confiance en l'État. Il y a une grande confiance dans les dispositifs étatiques pour régler les problèmes des individus. Prenons l'exemple de cette fameuse dotation ou revenu inconditionnel d'activité qui est financée, qui serait
largement financé par un système de revenus maximum autorisé, c'est-à-dire que on prélèverait de force par l'impôt tous les revenus au-dessus d'un certain seuil. On a là un dispositif étatique qui dépasse tous les dispositifs étatiques fiscaux connus dans l'histoire et qui est pourtant à la base, à la source de tous les projets de décroissance du mouvement des objecteurs, de tous les schémas organisationnels de financement de la société qu'ils appellent de leur vœu. Donc ce credo, d'une part la capacité technique de l'État de gérer un outil de ponction fiscale, et d'autre part, parce que ça va forcément avec, une supposée vertu de cet État, parce que c'est bien joli de prélever l'argent, mais encore faut-il avoir ensuite avoir la confiance du peuple pour être sûr que cette redistribution se fera de façon vertueuse. Or, nous avons très peu de raisons de croire en la vertu de l'État redistributeur quand nous constatons la déliquescence actuelle des mœurs et de la classe politique.